compris, je mettrais un smiley à votre place. C'est Donc là, je pense aller à l'hôtel pour chercher une veste pour ce soir. C'est bon. Ça prend 2 secondes. Non, je blague. Ça, si vous voulez la faire. Ah non, non. Est-ce qu'on garde le principe de tous garder le masque? C'est comme moi, je suis vaccinée. D'accord. Donc on s'autorise. Alors, est-ce que le micro fonctionne? Oui, tout à fait. Ça nous avait échappé. Tout à fait. Donc nous allons démarrer. Merci de votre patience. Donc cet atelier qui va nous amener à discuter d'une question assez grave, déjà évoquée évidemment ce matin, qui est celle de l'adaptation de la ville au changement climatique, entre démarche, indicateurs et réalité vécue. Donc vous voyez Claude Bertolino, qui est présidente de l'atelier, vous distribuer des post-it, puisque nous avons envisagé cet atelier comme un temps de discussion et d'échange. Donc ces post-it vont vous servir dans quelques instants, pas tout de suite, puisque je vais démarrer en présentant les intervenants et intervenantes de l'atelier. Donc je commence par un intervenant qui n'est pas arrivé, qui a disparu, ça arrive, mais peut-être qui va arriver par magie, donc je le présente quand même, qui est Frédéric Ségur, directeur du service arbres et paysages au sein de la métropole de Lyon, et qui est ingénieur de l'école du génie rural des eaux et des forêts. Cet atelier est présidé par Claude Bertolino, directrice de l'EPF PACA depuis 2013, qui est architecte urbaniste de l'État, qui a commencé sa carrière dans les transports, qui est ensuite passé au logement et presque assez naturellement est passé vers les questions foncières. Ensuite, vous avez à sa gauche Perrine Prigent, qui est chargée de mission à la DREAL PACA, et qui, elle, a d'abord été dans les écoquartiers, je ne me trompe pas, avant de passer au territoire durable. Et c'est plutôt sur la casquette écoquartier que se feront ces interventions aujourd'hui, si je me souviens bien. À sa gauche également Frédéric Corset, directeur de, je n'arrive plus à me lire, de l'agence Envirobat Bâtiment durable méditerranéen, et on m'a bien dit d'insister sur méditerranéen, et pas sur Méditerranée, qui est architecte urbaniste et qui a eu aussi un passage d'un certain nombre d'années dans la maîtrise d'œuvre avant de passer dans l'AMO, l'accompagnement des acteurs, notamment publics, envers la qualité environnementale. Et ensuite, Agnès Hennequin, chargée de mission, aménagement et biodiversité, au sein de l'agence publique ARB, qui veut dire Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, qui est une agence de la région PACA également. Et moi-même, je me présente, François Nowakowski, urbaniste architecte et maître de conférence à l'école d'architecture de Lyon, basée à Strasbourg, donc un peu loin de votre territoire. Donc je suis la caution extraterritoriale pour les échanges. Je te passe la parole, peut-être, pour introduire. Oui, avec peut-être juste le slide qui, normalement, va bien. C'est le 3e ou le 4e. Donc, bonjour à toutes et tous. Enfin, non, on va peut-être commencer par la carte des EPF, parce qu'effectivement, ce que je m'étais dit, je ne suis pas là pour faire la... Bon, ouais, allez, d'accord. Pardon. La carte des EPF, parce qu'effectivement... comme nous sommes dans un congrès national, il n'est pas inintéressant de constater qu'il n'y en a pas partout. Et qu'il y a pour le coup une espèce de diagonale ou de barre. Vous avez les EPF d'État en bleu, les EPF locaux en orange, et le blanc, c'est là où il n'y a pas d'EPF. Les EPF étant adossés à une fiscalité locale.
Et la carte est d'actualité, elle date d'août 2021, parce qu'en l'occurrence, Nord-Pas-de-Calais a étendu son périmètre. Et on voit bien que certains, comme Provence-Alpes-Côte d'Azur, sont des EPF de périmètre régional, d'autres sont de périmètre infrarégionaux. Je l'évoquais parce que pour préparer la réunion, on en a parlé avec l'ARB, et on voit bien qu'il n'y a pas des arbres partout non plus. C'est le problème avec les arbres. Donc là, c'est juste rappeler à quoi ça sert un EPF. Quelques chiffres, parce que c'est assez monstrueux. Nous intervenons sur l'ensemble du périmètre de la région. Et en fait, nous intervenons avec, c'est toujours utile de le préciser, avec les communes qui nous sollicitent. Donc, communes EPCI. Et en l'occurrence, on dispose d'un stock foncier de 660 millions. C'est notre richesse, le foncier sur le territoire. Et d'un engagement conventionnel avec les communes de plus de 2 milliards. C'est juste un peu troublant, mais c'est la réalité du territoire. Ensuite, nous sommes dans un atelier qui porte sur l'adaptation des villes au changement climatique. Et il m'a semblé important de vous préciser, de mettre en perspective des choses qu'on sait tous, mais quand on les agrège, ne serait-ce que sur le territoire, c'est un peu violent. La tempête Alex des 2-3 octobre 2020 dernier, nous intervenons dessus au titre de, je serai lundi, dans la vallée de la Vésubie. Il y a la vallée de la Rouilla, on en a parlé ce matin, mais là c'est sur d'autres sujets. Rappeler effectivement les inondations dans l'Europe du Nord, en Allemagne et en Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, qui sont inédites à cette saison de l'année, là où les inondations, j'ai envie de dire, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, peuvent arriver au mois de juin. En 2010, c'était à Draguignan, il y a eu 25 morts. Et ensuite, effectivement, clairement, les incendies de la semaine dernière, donc plus de 7000 hectares de brûlés sur notamment la plaine des Morts. Et donc, tout naturellement, cette semaine, la promulgation au Fort de Brégançon, le 22 août dernier, de la loi climat-résilience. Donc j'enchaîne avec la loi climat-résilience. Je me suis consacré la partie sexy de l'intervention, vous le constaterez. Et donc, d'aucunes me disent merci, qui sont rentrés ce matin. Et moi, ça fait 2 jours que je suis dessus, parce que tous les articles ont changé. Il y en a quand même 305. Donc, sur la loi climat-résilience, donc elle porte sur un certain nombre de choses. Elle fait suite à la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, évidemment, il y a des sujets sur le foncier. Donc, c'est ceux-là sur lesquels je viendrai, notamment dans le titre 5, se loger. Il y a notamment, alors d'aucuns diraient que ça, une loi, à quoi ça sert? Ça sert déjà à mettre l'article 191 et les suivants sur la lutte contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme. On le sait, ça va être une révolution, ça va être très difficile à mettre en œuvre. Réduire, stopper l'artificialisation des sols en 2050 et la diviser par 2 en 2030, exactement 2031. Quand on divise par 2, 0, c'est toujours compliqué. Quand on divise quelque chose par 2, quand il y a un quelque chose, ça permet encore de faire de l'étalement urbain. Donc ça fait partie des défis sur lesquels nous serons tous sollicités. Au-delà de ces articles 191 et suivants sur ce sujet, rappeler l'article 205 sur la mise en place des observatoires de l'habitat et du foncier, avec cette organisation commune qui est un peu inédite. Ça fait des années qu'on parle d'articuler les PLU, les PLH. Là, les observatoires devraient croiser entre guillemets ces 2 thématiques. Donc ensuite, nous avons la chance et l'avantage d'avoir dans nos missions l'article 213 qui va modifier nos missions sur l'étalement urbain et l'artificialisation des sols, et vous le verrez un peu plus loin, sur le recul du trait de côte. J'attire votre attention sur un article qui peut passer inaperçu, qui est l'article 220 sur l'inventaire par les EPCI, c'est ce que j'ai écrit, hein, donc c'est pas écrit en ces termes, hein, des zones d'activité économique sur l'artificialisation des sols. J'y insiste 2 secondes, pour moi c'est hyper important. Nous avons avec l'État et notamment une feuille de route sur la sobriété foncière, missionner les agences d'urbanisme pour réfléchir sur la sobriété foncière, et ces dernières, les agences d'urbanisme, ont travaillé auprès des élus sur un questionnaire. Il ressort de ce questionnaire que si les élus majoritairement ont intégré, c'est pas pour autant qu'ils sont fans et qu'ils mettent en œuvre, mais la densification dans l'habitat, sur les zones d'activité,
c'est pas du tout intégré, il n'y a pas de densification, il n'y a pas de nombre d'emplois à l'hectare, il y a chacun sa zone d'activité, et la zone d'activité, elle est forcément en extension urbaine. C'est-à-dire que le modèle sur l'économique, il est vraiment à repenser. Et donc, à travers ce petit article qui représente 3 lignes dans la loi, ce qui me paraît important, c'est d'imposer aux EPCI un inventaire de ces zones d'activité. Et pour avoir travaillé avec l'INSEE pendant plusieurs années sur les zones de concentration d'emploi au titre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on sait que là où il y a l'emploi, ce n'est pas forcément là où il y a la ZAE. Et donc, du coup, ça réinterroge beaucoup sur les zones d'activité économique. Et il me paraissait important de mettre une focale là-dessus. L'article 222, c'est la définition des friches. Donc, comme je l'évoquais avec certains, il y a une petite actualité de la 2e édition du plan de relance sur le fonds friche. Et on a tous, entre guillemets, à cœur que ce fonds friche du plan de relance ou cette manière d'aborder les friches avec un modèle économique qui n'existe pas et qui doit passer sans doute par la minoration foncière, puisse être pérennisé. Et donc, on s'emploie à faire en sorte que ça se passe très bien pour que, d'une certaine façon, comme l'a dit Stéphanie Dupillon ce matin, cette réussite de la première édition sur le fonds friche puisse connaître une pérennisation durable. Ensuite, la création d'un Conseil national de la mer et des territoires, avec justement le sujet du recul du trait de côte. Et nous faisons partie évidemment des régions qui sont concernées, même si nous ne sommes pas la région la plus concernée. C'est plutôt Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc, en l'occurrence, les articles 244 et suivants, avec la mise en place d'un nouveau droit de préemption spécifique au recul du trait de côte. Des missions des EPF d'État et locaux sur le sujet du recul du trait de côte. Un nouveau régime de droit réel immobilien, le BRICO, donc bail réel immobilier trait de côte, qui sera aussi dissociation du foncier du bâti, et une dérogation aux documents d'urbanisme pour la relocalisation. Donc ça, c'était la séquence. Si vous étiez rentré aujourd'hui ou hier, voilà ce qui s'est passé lundi. Parce que contre toute attente, la commission mixte paritaire de juillet entre le Sénat et l'Assemblée nationale s'est mise d'accord. Et donc on pensait que la loi prendrait 6 mois de plus. Et en juillet, on a compris elle serait beaucoup plus rapide. Et donc on ne savait pas quand elle tomberait, mais donc le 22 août. Vous dire très rapidement, et après j'en finis, j'accélère. Le fonds Friche-État, donc je voulais un peu préciser. Nous sommes très heureux parce que franchement, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas connue pour être une région où il y a beaucoup de friches. Et donc, sur les 14 sites retenus, il y en a quand même 10 sur des fonciers EPF, c'est 75%. Donc, nous sommes les meilleurs de France, donc on est très contents. Donc, la 2e édition, grosse incertitude, mais si la première édition, il y avait 19,5 millions, la 2e, il y en a 24. Et donc, comme le calendrier est très serré, il appartient à tous de solliciter ce fonds. Pour la petite histoire, du coup, pour la première fois de sa vie, l'EPF Provence-Alpes-Côte d'Azur a voté au niveau de ses administrateurs fin 2020 un fonds friche de l'EPF qui est doté de 3,5 millions par an sur 5 ans, soit 17 millions. Et effectivement, ça devrait être utilisé dès la fin de l'année. Petite focale sur Barjol, peut-être maintenant ou peut-être après. C'est après, je me tais. Je vais reprendre la parole pour vous expliquer le fonctionnement de l'heure à venir. Donc, vous avez reçu chacun et chacune des post-it, j'entends les stylos qui se préparent. Donc, vous allez pouvoir vous servir de ces post-it pour répondre à une question qui nous intéresse de connaître et qui va nous servir pour la suite des échanges, qui est en fait... Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cet atelier, en fait, dans la thématique du changement climatique, de ces questions de démarche, d'indicateurs, de réalité vécue, en fait, quelles sont les questions que vous vous posez au jour d'aujourd'hui? Et un deuxième élément qu'il nous intéresse peut-être de connaître, s'il y a de la place sur le post-it, je reprends mes notes, excusez-moi. C'est en fait que vous nous citiez, selon vous, selon vos expériences, votre pratique ou vos réflexions, une adaptation nécessaire des villes pour faire face au changement climatique. En fait. Donc on va vous laisser quelques minutes pour noter ça et on va ramasser les post-it.
Et après, évidemment, ça va être à nous de classer tout ça et d'essayer d'organiser l'échange pour pouvoir mobiliser au mieux les ressources apportées par les interlocuteurs. Oui, une question. La première question, elle est toute simple. Pourquoi vous êtes là ? Quelle est la question que vous vous posez ? Vous avez vu le titre de l'atelier, vous avez dit ça m'intéresse. Ben, en fait, pourquoi est-ce que vous avez choisi cet atelier ? Oui. Ah, vous avez plusieurs post-it ? Oui. Donc voilà, je ne savais pas. Donc vous pouvez utiliser les 2 post-it. Et donc la deuxième c'est que vous nous indiquiez une adaptation dans l'aménagement des villes qu'il faudrait mener pour faire face au changement climatique. Vous pouvez aussi évoquer des mesures qui visent à réduire le changement climatique ou à l'atténuer. Parce qu'évidemment, on a évoqué déjà ce matin, je crois, la question de l'atténuation et de l'adaptation. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, ça peut être la deuxième question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ah, pas de post-it. Je vais vous en apporter. Qui n'a pas de post-it ? Ah, tu fais ? Ah oui, formidable. On ne peut pas le bouger ? Non, on peut pas le bouger. Donc je vais commencer à ramasser. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des choses à me donner. Merci, merci. Voilà. Comme ça. Quelle bonne idée. Il y a des gens qui ont... Alors, la question du végétal, je vois, alors nature... Alors, quelle solution adapter ? Je commence à classer, ouais. Merci. Après, il faut déchiffrer aussi. Ah oui. C'est plus facile à dire quand ils sont affichés, mais si tu les déplaces. Merci Alex.
commencer, quitte à... Alors, merci. Alors, évidemment, si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à lever la main et à intervenir dans les échanges. Hein. Donc, ce n'est pas parce que vous vous êtes exprimé une première fois que vous n'avez plus du tout la parole. Le but, c'est qu'on puisse échanger. Et donc, je vais pas faire la synthèse de l'ensemble, mais je vais simplement commencer à piocher des éléments de questionnement pour pouvoir lancer la discussion, ce qui me permettra de continuer encore à réanalyser tout ce que vous nous avez donné comme attentes. Et je vais commencer par une première question, pour un premier groupe de questions qui va concerner au premier chef nos intervenants, qui est celui de la sensibilisation des collectivités, des élus, puisque vous êtes tous les quatre au contact direct des collectivités et des acteurs publics. Vous avez probablement des outils, des démarches, des expériences. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Et qui a envie de s'en saisir? Je laisse peut-être la parole à la personne qui le souhaite. Ok, alors je vais commencer à donner des éléments de réponse. Alors, ok, mon PowerPoint est là. Alors, on a un exercice qui n'est pas facile, c'est qu'on a préparé un peu des éléments de réponse dans des présentations. On va essayer de jongler pour que ce soit un petit peu dynamique là-dedans. Je vais peut-être en profiter pour me présenter un petit peu plus ma structure. Donc, je travaille à l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on est une agence publique régionale, syndicat mixte actuellement, qui existe depuis 40 ans et qui compte 38 agents et dont la mission principale, c'est de mobiliser les acteurs et d'accompagner les territoires, donc les collectivités, dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité. Du coup, on anime vraiment un réseau de collectivités. Alors, nos missions, c'est d'accompagner, donc on va en parler, je vais rentrer un petit peu dans le détail, les collectivités via du conseil, des formations et des démarches de labellisation. C'est également d'informer et de former les acteurs aux enjeux de la biodiversité et de la transition écologique, et également d'améliorer et de valoriser les connaissances à travers des observatoires sur la biodiversité, sur l'eau et les milieux aquatiques, ou sur l'éducation à l'environnement et au développement durable. On anime également des réseaux de gestionnaires, et ça c'est une des vraies forces de l'ARB, c'est qu'on a 3000 participants à nos communautés métiers et 115 membres de réseau qu'on fait vivre donc sur différentes thématiques. On a également 165 collectivités accompagnées en 2020 sur des questions comme l'alimentation durable, la planification durable, les zones d'activité avec le label Parc Plus. Voilà, donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail après. Voilà, on organise aussi des événements, donc des colloques, des webinaires maintenant avec les problématiques sanitaires sur vraiment des thèmes techniques ou plutôt stratégiques en fait, comme les démarches de développement durable et de territoire durable. Alors du coup, je vais passer à la partie qui nous intéresse, puisque du coup, ma présentation n'est pas structurée comme ça. Hop, je vais descendre, hein, désolée. Ça demande un petit peu de souplesse, du coup, voilà. Alors, nous, on a plusieurs accompagnements. Ça va être très compliqué là, de jongler dans mon PowerPoint, du coup. Je suis désolée. Alors, on a plusieurs accompagnements possibles, à la fois au niveau des stratégies territoriales en faveur de la transition écologique, c'est-à-dire qu'on va essayer de promouvoir en fait la formalisation de projets de territoire. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, d'accord, ok. On va essayer de formaliser, d'aider les collectivités à formaliser leurs projets de territoire en faveur de l'adaptation au changement climatique et de la nature en ville, parce que l'enjeu, c'est qu'elles arrivent à inscrire durablement dans leurs projets de mandat, dans leurs projets politiques, l'adaptation au changement climatique notamment, pour ensuite avoir une approche intégrée et transversale de ces questions-là. L'idée, c'est de faire évoluer les pratiques et les habitudes en les ancrant dans ces stratégies qui vont ensuite se décliner dans des projets d'aménagement qualitatifs et résilients.
Alors, sur quelle démarche stratégique on peut accompagner les territoires ? On peut les accompagner sur des démarches très globales, type territoire durable. Donc, en fait, c'est ce qui correspondait avant aux agendas 21. Donc, des démarches vraiment très vastes de développement durable sur tous les champs du développement durable. Et pour cela, en fait, on propose donc cet accompagnement à développer des stratégies vraiment globales qui forcément vont ensuite se décliner sur les problématiques d'aménagement. Et on a également des approches un peu plus sectorielles, notamment sur la biodiversité, avec un accompagnement territoire engagé pour la nature. Donc en gros, l'idée, c'est d'aider les collectivités à formaliser des plans biodiversité. Et forcément, ça se décline aussi dans les aménagements, avec l'intégration de la nature dans les aménagements. On a également un accompagnement spécifique sur les zones d'activité avec la démarche Parc Plus, qui est vraiment une démarche qualitative, essayer d'intégrer la qualité environnementale dans les parcs d'activité, qui soient en projet ou qui soient déjà existants, mais en requalification, avec essayer de gagner en qualité d'aménagement. On a également un accompagnement au niveau de la planification, donc que ce soit au niveau des SCOT, des chartes de PNR, il y a une erreur, c'est pas PNT, PNR c'est parcs naturels régionaux, que ce soit au niveau des plans locaux d'urbanisme ou plus à la marge sur les PCAET. Voilà, donc l'idée, c'est pas seulement d'essayer de labelliser ces collectivités avec des labels que je présenterai ensuite, c'est aussi vraiment de les amener à être vers du mieux, donc s'améliorer, déjà essayer d'identifier leurs forces, leurs faiblesses, ce qu'ils font à l'heure actuelle, à formaliser leurs projets politiques, ce qu'ils souhaitent pour leur territoire, et du coup à se lancer dans des démarches plus vertueuses, si je peux me permettre. La question, du coup, c'était sur l'accompagnement des élus. Alors, parce que je peux parler de beaucoup de choses, hein. Je vais essayer de ne pas me perdre. On a une labellisation qui s'appelle Territoire durable, dont j'ai parlé, donc qui est vraiment pour accompagner les collectivités de la région dans la déclinaison du plan climat régional, une COP d'avance, dans la déclinaison de la feuille de route de l'agenda 2030 et de l'accord de Paris pour le climat. Notre objectif au niveau régional, c'est d'identifier et de valoriser les collectivités qui s'engagent, qu'elles soient débutantes, c'est-à-dire elles souhaitent s'engager mais elles ne savent pas par quoi commencer, ou qu'elles soient déjà engagées de longue date. On a des collectivités qu'on suit, qu'on accompagne depuis les agendas 21, depuis une quinzaine d'années déjà. Voilà, donc ce label, en fait, il cible les communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et leurs groupements, et donc quel que soit leur niveau d'engagement. Donc il s'appelle le label Territoire durable. C'est une spécificité régionale, et donc on a actuellement 48 collectivités qui sont labellisées. Voilà, donc l'idée, c'est que les collectivités s'auto-évaluent à travers un questionnaire de 40 questions et selon 8 ambitions thématiques sur notamment l'aménagement durable du territoire, mais également tous les autres champs du développement durable. On a également un label territoire engagé pour la nature qui cible plutôt vraiment la nature en ville et la biodiversité. Donc là aussi, hein, l'idée, c'est vraiment d'amener les collectivités à s'engager sur la prise en compte de la nature à l'échelle de leur territoire, que ce soit en termes de gestion, d'aménagement et également de sensibilisation. Et là aussi, on est vraiment sur quelque chose d'évolutif. L'idée, c'est qu'elles s'engagent à porter de nouvelles actions et à faire évoluer leur engagement au fur et à mesure du temps, puisqu'elles sont labellisées pour 3 ans. On a également le label Parc Plus, donc avec 26 parcs labellisés, donc là aussi spécificité régionale. Il est inscrit au SRDE2I, donc en fait il y a une éco-conditionnalité des aides de la région sur les parcs d'activité. Les aides régions sont soumises finalement à l'obtention de ce label Parc Plus, donc qui cible vraiment la qualité, la performance environnementale, que ce soit au niveau de l'aménagement, de la gestion du parc et également de l'animation. Je ne vais pas parler de retour d'expérience tout de suite, mais l'intérêt des exemples, c'est qu'en fait, l'idée, c'est qu'on capitalise des retours d'expérience à travers l'animation de ces labels et que ça permette ensuite vraiment de faire connaître ces expériences positives pour ensuite faire des retours d'expérience, des visites croisées, valoriser à travers des fiches retours d'expérience. On a une cartographie sur notre site internet de toutes les initiatives exemplaires qu'on a pu recenser dans la région. Et donc l'idée, c'est vraiment de démultiplier ensuite ces expériences positives. Si je viens spécifiquement sur la question de la formation des élus, on a parlé
parlais des élus tout à l'heure. On vient de sortir en fait un dispositif qui s'appelle le BioDiv Tour, qui est un catalogue de visites pour les élus et les techniciens. Donc l'idée, c'était vraiment de partir de nos collectivités un peu ambassadrices qu'on suit depuis des années, qui sont très connues dans la région pour leurs actions vraiment exemplaires, que ce soit Miramas, que ce soit Mouansartou ou des petits villages comme Ville-sur-Ozon, qui a été capitale régionale de la biodiversité en 2019 et qui, malgré sa petite échelle, fait vraiment des choses fantastiques, avec des moyens très différents, effectivement, que les grosses collectivités qu'on connaît. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre ces collectivités ambassadrices et de leur proposer, en fait, d'accueillir des visites à la carte d'élus et techniciens qui vont venir les rencontrer. Alors sur chaque collectivité, on a un fil rouge. Ça peut être l'éducation, la sensibilisation au développement durable. Ça peut être la désimperméabilisation comme à Miramas. Ça peut être également la réalisation d'une coulée verte urbaine à Avignon. Donc à chaque fois un thème vraiment ciblé. Et l'idée, c'est que les élus, les techniciens viennent et on fait une visite de site. Il y a vraiment l'idée, c'est vraiment de favoriser les échanges, qu'on soit vraiment dans le concret, quoi, d'avoir le retour d'expérience réaliste avec les contraintes qu'il y a eu, les questions qui se sont posées, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi, et que les visiteurs repartent en se disant que effectivement, ils ont pioché des idées et qu'ils arrivent à se projeter pour savoir ce qu'ils pourraient mettre en œuvre à l'échelle de leur collectivité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on lance là en septembre. Le BioDiv Tour démarre. Il faut savoir que ça existe dans d'autres régions. Il y a un DD Tour dans la région Normandie et en Hauts-de-France également. Donc on a travaillé en lien avec les agences régionales de ces régions-là pour aussi bénéficier de leur retour d'expérience sur la mise en place de cet outil-là. Et dernière chose sur la formation des élus, après je passerai la parole à mes collègues. On a également été missionné par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour mettre en place une formation des élus spécifique dans le cadre d'un programme européen LIFE Nature for City. Donc c'est un programme animé par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, en lien avec les 3 métropoles de la région, donc Aix, Marseille, Provence, Toulon, Provence, Méditerranée et Nice-Côte d'Azur. Au sein de ces 3 métropoles donc, qui se sont engagées dans ce programme LIFE, l'idée c'est de favoriser la nature en ville pour l'adaptation au changement climatique. Donc là on est bien dans le thème. Ce programme LIFE prévoit vraiment tout un module très important de formation des élus. Il faut savoir qu'on a souvent les techniciens qui viennent dans nos formations, dans nos visites. Les élus, c'est beaucoup plus compliqué de les mobiliser. Alors du coup, on a remarqué qu'il y avait certains événements, certaines choses qui les faisaient venir plus facilement. On arrivait à les motiver déjà quand on est plus ou moins en local. Ils aiment bien avoir des retours d'expérience assez proches de chez eux. Et donc, on va proposer dans le cadre de cette formation des élus LIFE 4 modules à la carte que l'ARB coordonne. Un module de sensibilisation, donc là c'est vraiment très court, on vient les voir, on leur parle de nature en ville et de résilience face au changement climatique pendant 1 heure, donc vraiment avec des images, des illustrations pour leur faire comprendre l'intérêt de la nature en ville, de la désimperméabilisation, de l'eau, du retour de l'eau dans les villes. Et ça peut être, on vient en conseil municipal, on vient en commission, quelle qu'elle soit, donc on vient vraiment à eux. Il y a également des visites de terrain, donc sur le même modèle que le BioDiv Tour, mais vraiment spécifiquement sur cette résilience face au changement climatique. Et il y a également quelque chose qu'on a déjà expérimenté à Avignon qui avait très bien fonctionné, c'était un atelier déjeuner. C'est-à-dire qu'en fait, on les faisait vraiment discuter entre eux sur ce qu'ils feraient, eux, pour ce qu'ils avaient déjà mis en œuvre comme action sur le changement climatique et ce qu'ils pourraient faire également, ce qu'ils se verraient faire et quels sont leurs doutes, quelles sont leurs questions. Donc vraiment un atelier d'échange entre élus de différents territoires pendant lequel ils mangent. Voilà. Et donc en fait, ça fonctionne très bien, ce petit format où finalement on discute, on mange en même temps, on est sur des petites tables et après on partage les retours d'expérience. Et du coup, ça c'est ce qu'on propose à nouveau dans le cadre de cette formation. Et un dernier module d'approfondissement sur des thèmes vraiment très spécifiques. Par exemple, les toitures végétalisées. Est-ce que c'est adapté au climat méditerranéen ? La réponse est que oui, ça peut l'être sous certaines conditions. Et si une collectivité souhaite développer un projet comme ça, on peut l'accompagner et lui en parler. Voilà, je suis désolée, j'ai pris beaucoup de temps, mais c'est pas évident de synthétiser tout ça. Je passe la parole à Perrine. Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous parler de l'accompagnement qu'on va pouvoir proposer du côté de l'État, en particulier avec la démarche écoquartier. Et Frédéric, tu compléteras parce qu'on avait fait une présentation qui permettait de croiser la démarche écoquartier et la démarche quartier durable méditerranéen.
voilà, on a des propos qui se complètent l'un l'autre. Et effectivement, la question de l'accompagnement, elle est assez cruciale parce que l'aménagement durable, c'est quelque chose qui, en tout cas dans notre région, n'allait pas de soi il y a quelques années en arrière, mais qui est en train d'avancer. On le voit, il y a beaucoup de projets qui se déploient dans cette thématique. Alors, merci les différents labels en fait et les différents référentiels, je pense, parce que ce sont des choses qui sont conçues pour être des aides à la décision et pour essayer de guider les projets pour qu'ils entrent dans des cercles vertueux. La démarche écoquartier, elle est du coup fondée sur 4 choses principales. Un référentiel qui va permettre d'être une grille de questionnement, un label, des partenariats, et un réseau d'acteurs. Oui, peut-être, je ne sais pas si ça marche. Pour embrayer sur ce que vient de dire Perrine, d'abord dire qui on est, parce que c'est moins évident que Perrine parle au nom de l'État. Moi, je suis moins connu Envirobat BDM, c'est une association. C'était d'abord un centre de ressources sur l'écologie qui a presque 20 ans, sur l'écologie dans le bâtiment et l'aménagement. Et on est aussi centre de formation et on a l'originalité par rapport aux nos homologues dans les autres régions de porter un label environnemental à l'échelle bâtiment et à l'échelle quartier. Ce qui explique voilà, ma présence ici. Et pour embrayer aussi sur ce que vient de dire Perrine, c'est que l'intérêt de ces labels, parce qu'on en a des pléthores de labels, etc., c'est que ce soit des outils d'aide à la décision, des outils pour faire progresser le projet. Parce qu'à la fin, ce qu'on retiendra toujours dans le bâtiment ou dans l'aménagement, ce n'est pas le petit tampon que Perrine aura donné, ou l'État aura donné, ni même la petite médaille que moi j'aurais donnée, que l'association aura donnée au bâtiment, mais bien au quartier, mais bien la qualité ou la non-qualité du projet. Et c'est ça qui va rester, enfin, même si ça peut être évolué, mais c'est ça qui va rester à la fin. Et donc les outils, ces labels doivent aider à faire progresser, et c'est comme ça qu'il faut les prendre. Nous, le label Quartier durable méditerranéen, il est né d'une très forte volonté d'un aspect participatif. C'est-à-dire que ce label-là, à l'inverse d'Écoquartier, pour le coup, qui est évalué avec une tierce partie, c'est-à-dire une personne neutre dont la neutralité est le gage de la réussite de son évaluation, le label QDM, lui, il part du postulat que c'est une évaluation à partir des pairs, à partir des professionnels, et ce sont eux qui vont valider dans une commission publique, in fine, la performance de l'aménagement. C'est un modèle qu'on n'a pas inventé, c'est un modèle qui est né dans le champ de l'agriculture, avec Nature et Progrès dans les années 50, qui ne s'est pas beaucoup développé en France, parce qu'on est dans un État très jacobin, mais qui s'est beaucoup développé en Amérique du Sud. Voilà. Et ce système-là fonctionne très très bien dans une démarche de progrès, justement parce que c'est là qu'on peut co-construire les référentiels, c'est évolutif, et c'est in fine dans le débat qu'on a avec ces professionnels, ces pairs, PAIRS, qu'on peut faire progresser le projet. On va peut-être pas parler de ça tout de suite. Voilà. L'accompagnement. Donc c'était la question au départ. Nous, quand on va donc État, DREAL au niveau régional, mais donc plus maintenant sur Écoquartier parce on est en refonte de l'organisation. Maintenant, ce sont les DDT et DDTM qui sont au plus près des territoires et qui les accompagnent dans ce type de projet. Elle les accompagnait déjà, hein, mais l'accompagnement est renforcé maintenant. Quand on rencontre les collectivités, on s'aperçoit souvent qu'elles sont complètement démunies face à un projet qu'elles souhaiteraient mettre en place. Définir les niveaux d'ambition et les pas en avant à faire, c'est important, mais c'est compliqué. Et donc, elles ont souvent besoin de conseils et d'être guidées dans ces processus-là pour leur propre réflexion et
dans les relations avec les différents partenaires autour des projets d'aménagement. Et donc, les différentes démarches que tous les trois on vient représenter ici aujourd'hui, on s'attache à essayer de déployer au plus un accompagnement spécifique et au mieux personnalisé par rapport aux besoins des collectivités et de leurs partenaires. Alors, moi, les collectivités pour État, c'est mon cœur de cible. Frédéric, toi, vous avez un écosystème un peu plus large de par l'historique de l'association. Je te laisserai le préciser. Néanmoins, donc, l'accompagnement sur Écoquartier qu'on met en place, il va avec l'évolution du projet. Donc, le plus en amont c'est fait, le mieux c'est, évidemment. Ça va avec l'entrée dans la démarche Écoquartier, la signature de la charte et les différents rendez-vous qu'on se donne au fur et à mesure de l'évolution du projet. Et c'est aussi un écosystème d'acteurs qui sont là pour venir aider en ingénierie territoriale. Et là, typiquement, c'est tous les logos qu'il y a en bas de la slide, avec le CEREMA en particulier. Je n'ai pas mis l'essentiel, j'ai pas mis l'EPF, mais à culpa. Mais non, mais c'était tellement évident, en fait, que je le rajouterai dans la version finale. Et j'ai pas mis Envirobat non plus, tu vois. Vous êtes à côté. Alors bon. Donc le CEREMA, l'EPF, les différentes agences d'urbanisme, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et j'ai également mis 2 CAUE. Donc il y en a plus dans la région, mais avec le CAUE de Vaucluse et celui du Var, on a des conventions pour qu'ils viennent en conseil beaucoup plus précis des territoires en appui des DDT. Donc voilà, donc c'est tout l'écosystème qui va nous permettre de pousser cette démarche Écoquartier et d'accompagner les porteurs de projets. Sur cet outil QDM, Quartier durable méditerranéen, l'accompagnement se fait, comme je le disais, à travers de ces commissions publiques, de ces membres de commission, ces pairs, qui sont en général au nombre de 6 ou 8, et qu'on essaie de faire en sorte que ces membres de commission soient pluridisciplinaires, qui on est à la fois l'urbaniste, mais aussi le maître d'ouvrage de la collectivité, mais aussi l'usager, mais aussi le bureau d'études qui soit représenté, de manière à avoir une vision plus globale. Et l'accompagnement se fait aussi parce que notre association est un réseau plutôt de professionnels. Donc l'accompagnement se fait au travers aussi des professionnels, c'est l'histoire de l'association. Et donc il y a un accompagnateur qui est nommé à chaque fois pour chaque projet, dont la mission n'est pas tant d'évaluer le projet, mais surtout au travers de cette évaluation de pousser le projet dans ses retranchements et de se servir des indicateurs pour essayer d'optimiser le projet. Brièvement le micro, déjà pour vous reposer la question, est-ce qu'il y a des rebonds par rapport aux personnes qui justement se posaient la question de sensibiliser les élus dans la salle, ou est-ce qu'on passe à une question suivante? A priori, pas de questions de votre part. Donc on va passer à un ensemble de questions suivantes qui finalement résultent d'une interrogation qui est exprimée par plusieurs d'entre vous. C'est est-ce que les solutions que l'on essaye d'adopter sont à l'échelle des enjeux? C'est une grande question, une question de fond. On ne va pas avoir la réponse oui, non à la fin de l'atelier, désolé. Mais en regard de cette question, il y aura une autre question qui est qu'est-ce qu'on peut faire? Comment agir? Que faire à court terme aussi? C'est une des questions qui apparaît, c'est-à-dire on est professionnel, on est acteur maintenant en responsabilité avec nos différentes casquettes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et dans cette grande famille, dans cette grande question, il y a deux ensembles de réflexions sur lesquelles les acteurs réunis aujourd'hui vont pouvoir nous apporter des éléments notamment de retour d'expérience. Un premier ensemble est autour de la question des îlots de chaleur et des îlots de fraîcheur.
et je la mettrai volontiers en lien avec une des réponses aussi qui apparaît dans vos post-it, c'est celle de la désimperméabilisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire. Et j'aurais aussi peut-être envie d'interpeller l'EPF, parce qu'il y a une des questions, mais ça sert à quoi un EPF? Et peut-être que justement, là-dessus, il y a des choses que fait l'EPF. Je ne sais pas. Vous avez le droit, on se donne comme règle qu'ils ont le droit de botter en touche. Il et elles ont le droit de botter en touche si vraiment les questions, ça vous va, ça ne vous dérange pas. Bon. Donc, parce que le but, c'est pas de se mettre mal à l'aise non plus. Et tout un ensemble de questions. Donc, ça va être le deuxième tour, mais je la pose tout de suite. Je pourrais la reposer après, comme ça vous pouvez y réfléchir, autour de la question des végétaux, de la végétalisation, à différentes échelles, différents niveaux, qui apparaissent dans vos post-it, échelle du bâtiment, échelle urbaine, échelle territoriale, et qui renvoie aussi, peut-être de manière plus générale, au rapport à la nature. C'est aussi quelque chose qui est évoqué. Retrouver des liens avec la nature, s'inspirer de la nature, etc., qui fait d'ailleurs écho à une des dimensions du bien-être évoquées assez largement ce matin. Donc peut-être premier ensemble de références, réflexions de votre part sur les îlots de chaleur, la désimperméabilisation. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qui a envie de se lancer? Il y avait aussi une première question quand même sur est-ce que les solutions sont à l'échelle des enjeux, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on essaie de mettre en place, ça va suffire pour qu'on s'adapte face à ce qui nous attend en termes de réchauffement climatique, c'est ça la question? Ouais. Bah, je pense qu'on n'a pas la réponse en fait, malheureusement, mais on peut pas y répondre là. Enfin, je m'avancerai pas là-dessus. En tout cas, moi je pense qu'il n'y a pas de petit projet. À mon avis, tout petit projet est bon à prendre, de désimperméabilisation, de végétalisation, parce que l'idée c'est vraiment de changer les logiques d'aménagement et les réflexes qu'on a. Parce que, moi je parlais tout à l'heure d'initiatives exemplaires qu'on capitalise au niveau de la RBE, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher les collectivités qui ont mis en place des super actions de désimperméabilisation, d'écoquartiers, avec de la végétation, et avec toutes les composantes en plus du développement durable liées au bien-être, donc tout ce dont on a parlé dans les ateliers précédents sur le lien social, la santé, la qualité de vie. Et du coup, nous, on capitalise des opérations comme ça qui peuvent paraître vraiment d'ampleur. Et au final, peut-être que juste désimperméabiliser un petit bout de trottoir, un petit bout de cours d'école, c'est déjà un premier pas et c'est déjà essayer de changer la logique des choses. Et si ça peut permettre après de faire boule de neige et de donner envie à d'autres de s'y mettre, et je pense que c'est comme ça aussi qu'on va y arriver. En tout cas, qu'on va arriver à faire évoluer les choses. En tout cas, en termes, donc là, la question suivante, c'était aussi sur les îlots de chaleur. Sur ce sujet, oui. Si c'est possible, moi sur la problématique, les solutions sont-elles à l'échelle des enjeux? Quand tout à l'heure j'ai fait mon couplet sur la loi, je pense qu'en France, quand il n'y a pas de loi, je suis bien sûr qu'il se passe des choses, mais quand il y a vraiment volonté du législateur de mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire national, et cette loi elle est quand même énorme, tout un tas de dispositifs qui permettent de lutter contre le dérèglement climatique et les changements climatiques, c'est quand même pas marginal. Donc ce sera peut-être pas à la hauteur des enjeux, mais c'est déjà tout à fait important. Ce qui était évoqué tout à l'heure par les CAUE, c'est effectivement ne pas prendre les choses par fragments. Et alors c'est particulièrement vrai pour le cycle de l'eau, enfin tout ce qui est, on va dire, circulation de l'eau, et donc ça va assez de soi, mais par contre effectivement on voit bien que sur certaines autres thématiques, la fragmentation est peut-être pas si inintéressante, notamment faire entre guillemets des résorptions de dents creuses sur le foncier pour permettre effectivement d'éviter de faire de l'étalement urbain. Donc voilà, adapter à chaque fois au cas par cas en fonction des problématiques, des réponses, et vraiment à la question que peut-on faire, accompagner les territoires par de l'ingénierie.
Et ça, vraiment, 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 je l'évoquais hier soir, j'ai eu un coup de fil d'une toute petite commune qui est face à un énorme sujet, et elle me dit, il faut absolument que vous m'aidiez, et on va l'aider, et parce qu'elle se retrouve en face d'un monstre. Et le monstre, il est en l'occurrence propriétaire, aménageur, profit, j'en passe et des meilleurs. Et donc, c'est comment on peut accompagner une petite commune quand elle est face à un monstre. Peut-être, je voulais ajouter encore quelque chose par rapport à cette question de est-ce que finalement on fait bien des choses qui répondent aux enjeux du changement climatique. Je serais peut-être un chouïa moins optimiste parce que on voit aussi beaucoup de projets qui mettent des solutions un peu toutes faites. Enfin, je ne sais pas, par exemple, on va construire un parking silo, mais on est un peu culpabilisé de construire un parking silo. Là, on va mettre des ruches sur le toit, comme ça fait bien, quoi. J'en ai pas mal. Hein. Bon, là, je caricature un petit peu, voilà. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que si on ne s'interroge pas sur nos usages, sur notre sobriété de consommation d'espace, notre sobriété de consommation énergétique, notre sobriété de consommation tout court d'ailleurs, si on ne s'interroge pas là-dessus, on a toutes les chances de passer à côté de ce qu'il faudra faire. Et plus on retarde ce qu'il faudra faire, plus le pas il sera difficile à franchir. Donc vraiment, là, je pense que c'est important, c'est que dans chaque projet, on s'interroge sur nos usages, qu'on fasse évoluer nos usages, que le projet d'aménagement, le projet de bâtiment, le projet de ce qu'on voudra, soit prétexte à changer nos pratiques, changer nos usages, changer nos modes de consommation. Oui, je confirme, hein, même position ici. La loi, elle est là pour venir obliger tout le monde à faire des pas en plus. Rien n'interdit d'aller encore plus loin et la volonté politique doit être aussi un moteur de tout ça. Il faut on puisse accompagner les collectivités à faire mieux et prendre en compte toute la complexité en fait de ces changements-là et des choses à faire pour s'adapter et pour anticiper le changement climatique. Il faut le faire en concertant beaucoup avec les différents partenaires, avec les habitants, parce que on ne va pas venir faire de l'aménagement pour poser n'importe quel projet partout, pareil en France. Dans la région, on a des spécificités qui sont assez marquées et des comportements qui sont aussi assez ancrés, avec notamment l'épineux problème de la voiture, au hasard. Et si on fait des projets avec une seule place de stationnement par logement, ça peut résoudre sur le papier les choses, mais en fait, les gens ils vont garder leur deuxième voiture si on ne leur met pas des transports en commun. Voilà. Donc c'est une évolution à faire dans les pratiques, dans les formes de tous ces projets-là, et il faut prendre en compte les différents espaces du territoire et revenir à des dialogues entre les différentes échelles pour bien prendre en compte et l'individu et le fonctionnement du territoire et son évolution et l'évolution des comportements. Donc on a plein de choses à faire et on est là pour accompagner les collectivités. Et la place de l'anthropologue, du sociologue est essentielle. Tout à l'heure, moi je le redis, si je n'ai pas l'occasion de le dire, l'intervention d'Anne-Laure Legendre, j'ai adoré parce que son intervention, elle montre que en fait, on peut déconstruire des idées toutes faites qu'on applique nous-mêmes parfois. Quand on parle en rue, on pense tout de suite désenclavement. Or, le constat des usages nous prouvait, le cas échéant à La Rochelle, que finalement, c'était pas ça qu'il fallait faire. Or, on l'avait écrit pourtant dans le projet, quoi. Donc vraiment s'intéresser aux usages est vraiment l'une des choses les plus importantes. Et nous parce que j'ai pas tout dit sur les labels, mais on s'intéresse particulièrement à la phase usage, donc parce qu'on vient évaluer le bâtiment en phase usage et pas simplement sur des plans. Et ce qu'on constate tous les jours dans le bâtiment ou dans l'aménagement, c'est que quand on regarde de près en phase usage, on est très 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 loin de ce qu'on avait parfois pensé en conception. Et pourquoi on est très très loin? C'est parce que dans au moins 2 ou 3 cas sur 3 cas sur 4, on n'a pas bien pris la question de l'usage au cœur du projet, on l'a pas bien appréhendé.
Je rebondis sur la complexité parce que la complexité, elle est à tous les étages. Et effectivement, répondre par la complexité et par le cas par cas, c'est forcément pas la solution facile qu'on va pouvoir reproduire. Et vraiment, j'y insiste, et y compris sur des choses qu'on n'a pas imaginées. Nous évoquions tout à l'heure avec Perrine en aparté de La Réunion la complexité des PLU, plans locaux d'urbanisme. Oui, en fait, quand un PLU est extrêmement ambitieux et conforme à tous les axiomes qui lui sont imposés, on a un risque contentieux. Et donc, on voit bien qu'on est rentré dans cette phase de la complexité et que cette phase de la complexité, elle est rejetée par beaucoup d'esprits parce que justement, elle n'est pas simple. Et ce qui est devant nous, c'est comment on transforme cette complexité à travers des exemples, me semble-t-il, par des choses qui ne sont peut-être pas immédiatement reproductibles, mais qui fonctionnent. Ouais. Et donc, par exemple, Oui. Il y avait trois. Non, mais je réfléchissais sur la question des PLU. Il y a quand même des collectivités qui ont mis en place des PLU particulièrement ambitieux, justement, effectivement, et qui ont anticipé cette question de la complexité justement en formant leurs services instructeurs à accompagner. Déjà, que les services instructeurs comprennent ce qu'il y a dans ce PLU et pourquoi on a mis ça en place. Qu'ils l'intègrent et qu'ils soient ensuite en capacité de l'expliquer aussi aux pétitionnaires. Et du coup, il y a des collectivités qui y arrivent. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple de Clermont-Ferrand, ils ont un PLU super ambitieux sur la nature en ville, avec un coefficient de biotope par surface, vraiment en plus un projet politique très très fort là-dessus. Et il y a tout un accompagnement, il y a un architecte qui est dédié pour accompagner les porteurs de projets, pour intégrer la nature dans les projets d'aménagement, et pas juste mettre de la nature pour mettre de la nature, parce qu'en fait, il ne s'agit pas juste de faire une toiture végétalisée parce que ça va correspondre au coefficient de biotope par surface, mais plutôt de décider de reconcevoir les projets autour de la nature, mais avec des usages en fait, c'est-à-dire qu'on va à la fois avoir des espaces de nature, mais avoir des usages, que ce soit un jardin partagé, un espace de pique-nique, une aire de jeu pour les enfants. Et du coup, c'est ça qui est très important, c'est cet accompagnement pour que vraiment il y ait une bonne compréhension et une bonne interprétation. Parce que le coefficient de biotope par surface, c'est super, mais ça peut être finalement très pauvre. La plus-value en termes de biodiversité peut être très pauvre, et selon les techniques qu'on va choisir, etc. Et la plus-value pour les habitants également, en tout cas en termes d'usage. Mais en tout cas, ce n'est pas impossible, mais il faut l'anticiper, cet accompagnement et cette formation. Du coup, je vais aller sur des exemples. Alors, donc sur la désimperméabilisation et la nature en ville. Allons-y, je descends. Moi, j'avais quelques diapos sur les effets effectivement du changement climatique en milieu urbain qui sont vraiment exacerbés, mais ça, je pense qu'on ne vous l'apprend pas. En tout cas, en région méditerranéenne, par mon prisme, on est encore plus impacté puisqu'on est considéré comme un hotspot du réchauffement climatique par le GIEC. Donc, je pense qu'on a encore plus là dans notre région intérêt à vraiment s'atteler au sujet. Alors, moi, je vais prendre le prisme de la nature en ville. Comme les solutions fondées sur la nature peuvent vraiment être une réponse à cette adaptation au changement climatique en ville. La nature apporte vraiment tout un tas d'aménités. Si je prends le végétal, alors ça c'est un petit schéma que j'ai repris à mes collègues de l'agence d'urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse, avec qui on travaille souvent sur ces questions-là et que je trouve très bien fait, qui illustre en fait tout ce qu'apporte la végétation dans une ville, que ce soit en termes de rafraîchissement de l'air. On a entre 3 et 10 degrés d'écart entre une zone végétalisée et une zone non végétalisée au niveau de l'air ambiant. Donc ça, c'est évidemment pas négligeable. On a également la séquestration du carbone. On a la notion de sol vivant avec la pleine terre qui va à la fois amener de la biodiversité, de la vie, et qui va permettre d'infiltrer les eaux de pluie. Donc qui dit infiltration en local dit réduction du ruissellement et donc du risque inondation. On a un embellissement, alors c'est subjectif, mais bon, c'est vrai que bien souvent on trouve quand même que c'est plus joli une ville qui est un peu verdie, fleurie, qu'une ville toute minérale. On a une filtration des polluants, et en termes d'attractivité, on va avoir aussi du gain, à la fois par les usages dont on parlait, qui vont apporter effectivement un cadre de vie plus agréable pour les habitants, et également en termes de, j'en parlerai après, mais en termes de plus-value, les appartements qui sont à moins de 200 mètres d'un espace vert urbain sont en moyenne 17% plus chers que les appartements qui sont plus éloignés. Donc ça montre bien qu'il y a quand même un intérêt à avoir ces espaces verts et ces espaces de nature au sein des villes, en tout cas en termes financiers.
J'en parlais tout à l'heure, moins 3 à 10 degrés de diminution de la température de l'air grâce à la végétation. Ça, c'est des choses qui ont été mesurées. Et un arbre, à titre indicatif, peut absorber 150 kg de CO2 sur une année. C'est l'équivalent d'un trajet de 1000 km en voiture. Donc voilà, en tout cas, la végétation ne peut que permettre d'aller dans le bon sens face à ces changements climatiques. Sur la prévention des risques inondations, voilà, la renaturation des cours d'eau, on en parlait tout à l'heure, redonner de la place aux cours d'eau pour lui permettre de s'étendre et voilà, sortir finalement du tout digue, du tout béton le long des cours d'eau. Ça permet aussi, c'est au niveau de Auriol, il y a eu une requalification de l'Uvonne, du fleuve Uvonne. Auriol, c'est dans les Bouches-du-Rhône. C'est amusant parce que je discutais avec des personnes des services techniques qui étaient contre le projet de renaturation des berges de l'Uvonne de base. Ils étaient contre et au final ils se sont rendus compte que quand il y a eu des crues, quand il y a eu des grosses précipitations, effectivement le cours d'eau reprenait sa place mais en dehors des zones habitées et du coup il y avait finalement ce constat qu'effectivement ce réaménagement avait été bénéfique pour ce risque et surtout on a un lieu qui a des usages parce que finalement les berges ont été réaménagées en liaison douce, en liaison piétonne, il y a des parcs de jeux, enfin voilà, il y a donc vraiment un espace qui a une fonction et qui permet de réduire le risque d'inondation et qui amène aussi de la fraîcheur forcément avec cette augmentation de l'îlot de fraîcheur. Si j'en viens aux exemples, alors je termine juste sur la végétalisation. Il y a différentes manières de végétaliser en ville. On peut avoir des arbres, la plantation d'arbres. On peut avoir des façades végétalisées, que ce soit voilà, faire monter un lierre le long des façades, qui permet déjà aussi d'avoir cet apport de fraîcheur. On peut avoir des toitures végétalisées. Alors nous, à l'agence, on s'intéresse aux toitures végétalisées en milieu méditerranéen parce qu'il y avait un cliché qui disait que ce n'était pas possible d'avoir des toitures végétalisées parce qu'il fait trop sec, parce qu'il pleut trop. Et du coup, il y a eu des expériences, trop et d'un coup. Il y a eu des expériences qui ont été menées, notamment sur Avignon avec l'université aussi, qui ont montré qu'en fait, on pouvait avoir des essences, donc des plantes qui sont adaptées, avec toute une grénothèque de plantes qui ont été prélevées dans le milieu naturel. Ils ont fait des tests en fonction des profondeurs de substrat. Et au final, on s'aperçoit qu'il faut juste accepter dans notre région que les toitures sèchent pendant l'été et qu'elles reprennent vie finalement à l'automne. Donc esthétiquement, c'est un peu particulier, mais en fait, ça peut très bien fonctionner. Et oui, je voulais ajouter un truc sur les toitures végétalisées, juste pour dire, nous, dans nos bâtiments, la plus belle toiture végétalisée, c'est celle que tu racontes. C'est une toiture végétalisée qui est à Bouc-Bel-Air sur une école. En fait, tout simplement, quand ils sont construits, ils ont pris la terre végétale du site, ils l'ont mis en tas, ils ont reconstruit le bâtiment, ils ont mis la toiture végétalisée, ils ont remis 60 cm de terre, 40, 60, je ne sais plus exactement le chiffre. Et c'est simplement les graines qui étaient dans la terre végétale qui ont fabriqué la toiture végétale. Donc en fait, c'est la végétation qu'il y avait avant, qui est dessus le bâtiment. Et ça marche très très bien, ça marche presque trop bien, parce qu'il y a des serpents qu'on fait dans l'école. Andy, sur la toiture. Et en plus, on a de la biodiversité, donc c'est génial. C'est celle qui marche le mieux et qui vit le mieux et qu'on n'a pas besoin d'arroser et qui vit toujours, parce que des toitures végétalisées, des contre-exemples, on en a des millions ici en PACA, mais ça marche, mais à condition d'y mettre les moyens et de faire très local. C'est ça. Et donc l'idée, c'est aussi effectivement d'avoir des toitures qu'on ne va pas arroser non plus de manière intensive. Et donc effectivement, rien de mieux que la végétation locale et l'acceptation de cette sécheresse en été de la toiture. La toiture ne sera pas verte en été, c'est sûr, mais en tout cas, au moins, on aura quelque chose qui s'auto-entretient. Mais j'ai un autre exemple. J'ai une crèche aussi où justement la toiture végétalisée, c'est le contre-exemple, c'est qu'elle n'est pas verte, elle est toute verte, enfin non, plutôt verte, un peu rousse parce que c'est un peu des lichens, etc. en été. Et justement, les gens s'en plaignent parce que dans le paysage, le paysage il est tout doré, plein d'herbes qui sont sèches, mortes, et on a cette toiture végétalisée qui est toute verte, rouge, et qui les gens trouvent ça pas très beau, pas très heureux dans le paysage, quoi. Ouais, c'est moins bien intégré du coup dans la région. Du coup, pour finir sur les possibilités de végétalisation, j'ai parlé des toitures, des façades végétalisées, de la plantation d'arbres. Il y a aussi tout simplement la non-imperméabilisation, essayer de garder au maximum, ou la désimperméabilisation, essayer de garder au maximum de la pleine terre. C'est elle qui va le mieux permettre d'infiltrer les eaux de pluie, c'est elle qui va permettre d'avoir de la biodiversité, puisqu'il y a vraiment une biodiversité dans le sol qui peut être très importante, qui a un rôle.
Les arbres, ils communiquent aussi par leurs racines s'ils sont en pleine terre, alors que bon, s'ils sont dans des petites fosses, c'est impossible pour eux. Et leur espérance de vie, du coup, est moins bonne. On peut avoir des parkings végétalisés, paysagers réellement, en matériaux perméables, avec un système de gestion alternative du pluvial. Il faut sortir du tout tuyau, effectivement. On peut avoir des noues végétalisées, des fossés qui vont permettre l'infiltration de l'eau de pluie. Et qui en plus ont un rendu paysager beaucoup plus esthétique que voilà, tout ce qui est busé et imperméabilisé. Alors un exemple, allez j'y viens. Miramas dans les Bouches-du-Rhône, donc c'est une collectivité historiquement de longue date qui est dans notre réseau Territoire Durable animé par l'agence et qui a vraiment fait son chemin depuis des années. Miramas, c'est une collectivité, c'est une commune qui a un contexte social quand même assez difficile. Donc c'est une commune qui n'est pas attractive au départ. Il y a voilà, vraiment des quartiers, un fort taux de chômage. Et justement, ils ont voulu se saisir de la nature en ville, entre autres, et de la démarche écoquartier aussi, pour redonner de l'attractivité à leur collectivité. Et du coup, ils ont eu un projet très intéressant de désimperméabilisation d'un boulevard. Donc en fait, on avait une 2x2 voies qui passait en centre-ville, donc presque une autoroute en centre-ville. Et ils ont profité du coup de la création d'un contournement routier pour réduire cette voie à une fois une voie. Donc voilà, vraiment la circulation réduite au minimum. Et désimperméabiliser la moitié de l'emprise, donc sur 800 mètres de long et 24 mètres de large. Et donc ils ont créé ce qu'ils ont appelé une voie jardin. Donc en fait, tout a été revégétalisé, le béton a été cassé. Le béton, le bitume, hein, voilà, on a vraiment remis de la pleine terre. Et on a une voie jardin, donc c'est un parc urbain linéaire avec des zones de déplacement doux, des zones de biodiversité, des zones de nature et des petits espaces qui ont un usage. Donc on a une place festive, on a des espaces de pique-nique, on a des tonnelles ombragés, on a bien entendu la possibilité de faire du vélo, de marcher, etc. Donc vraiment, il y a une réappropriation de cet espace en milieu urbain, donc sur un espace qui n'est pas petit, hein, effectivement, ça fait 800 mètres de long, c'est quand même pas négligeable. Il y a aussi un rôle de sensibilisation avec des hôtels à insectes, voilà, expliquer le rôle des insectes, de la biodiversité au public. Et donc, bien entendu, tout ça, ça contribue au rafraîchissement urbain, à l'infiltration, donc à la réduction du ruissellement et donc du risque d'inondation. Et on a effectivement ce cadre de vie qui est amélioré. Et en plus, c'est en lien avec la réalisation d'écoquartiers, hein, donc en renouvellement urbain, qui du coup ont vraiment amené une qualité de vie à Miramas qui est vraiment reconnue là. Et puis voilà, c'est vraiment un exemple qui fait sens et dont on parle beaucoup. Voilà. Un autre exemple, donc Volonne, qui est aussi écoquartier, et aussi QDM, voilà, pardon, effectivement. Donc à Volonne, donc là c'est un petit village des Alpes de Haute-Provence. J'ai mis Bouches-du-Rhône, mais alors c'est pas du tout le cas, pardon. Alpes de Haute-Provence. Donc là, c'était pas du tout le même contexte. Un petit village qui souhaitait redonner une centralité à son cœur de village, et donc qui est entré en démarche écoquartier. Donc je parlerai pas de la démarche écoquartier à la place de mes collègues. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la place de la nature en ville dans cet écoquartier. Avec vraiment donc la désimperméabilisation là aussi d'une ancienne portion de route, la non-imperméabilisation de tout ce qu'ils ont pu ne pas imperméabiliser, avec des parcs de jeux naturels, une gestion vraiment alternative du pluvial avec des filioles, des réseaux de fossés, etc. Ils ont aussi maintenu au maximum les végétaux en place, c'est-à-dire que la maire nous expliquait que il y avait des arbres qui étaient présents et donc ils ont vraiment fait le projet autour de ces arbres, quoi, pour les conserver, ces arbres de haute tige. Et le quartier est construit au maximum autour de ces arbres. Ils en ont abattu très très peu et ils en ont planté une quantité, j'ai plus le chiffre, mais c'est vraiment très important, avec des essences locales en plus, hein, voilà. Et donc au milieu de cet écoquartier de centre de village, il y a des jardins partagés, il y a une aire de jeu naturelle, il y a voilà, tout un verger collectif, un point de compostage, et donc on est vraiment dans l'intégration de la nature dans ce cœur de village et dans cet écoquartier. Et petit bonus, le site est labellisé en refuge LPO, donc Ligue pour la protection des oiseaux. Voilà, donc le centre du village est labellisé LPO, donc avec une gestion en zéro phyto. Et voilà. Je laisse la parole à mes collègues. Alors, sur Volonne, je rebondis juste. Les arbres, c'est des cèdres, ils en ont coupé 2 parce qu'ils étaient obligés. Et en fait, ils ont contraint le bailleur à couper le bâtiment pour ne pas couper les arbres. Moi, j'aime beaucoup l'anecdote. Je trouve que c'est le reflet d'une ténacité politique
qui est à souligner et à féliciter parce que c'est pas évident de tenir la barre jusqu'au bout et ils ont bien réussi. Et vraiment, enfin, le projet est exemplaire. L'investissement est énorme de la part de l'équipe municipale, mais aussi de l'ensemble de la maîtrise d'œuvre. Enfin, il est à voir. Elle fait visiter Madame Cosra très régulièrement son village, tout comme Janine le fait pour Coudous et Guy. Voilà. Je voulais juste rebondir sur... Peut-être, j'ajoute un truc sur Vas-y. Vologne, avant qu'on clôt Vologne. Juste pour dire aussi, peut-être ce qui est intéressant, je reviens sur ma question des usages, c'est que les usages ont été pris en compte de manière extrêmement forte sur ce projet. Tout ça, c'est pas arrivé tout seul. Je n'ai pas retenu le chiffre parce que c'est colossal, mais je crois qu'il y a eu entre 200 et 300 réunions avec les riverains pour construire ce projet, donc c'est absolument monstrueux. Et ça a permis aujourd'hui que l'espace y vive, que l'espace y soit adapté aux usages et que aussi peut-être, dans l'autre sens, certains riverains aient aussi adapté leur manière de vivre. Peut-être qu'aujourd'hui, ils trient des déchets qu'ils ne faisaient pas avant. Donc il y a tout cet échange qui a été fait et ça n'est possible qu'à travers ce travail, ce gros investissement des élus et de l'équipe de maîtrise d'œuvre. La moralité sur ce projet, comme sur beaucoup d'autres, c'est que l'anticipation, en fait, c'est la solution de plein de choses. Et le partage en amont du projet qui le fait évoluer, ça prend du temps au départ, mais en fait, on le regagne au final et sur la durée de vie du projet, parce qu'il va mieux vivre en plus de tout. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre le temps au début, même si les mandats électoraux font que. C'est quand même un préalable et un gage de qualité en fait de se lancer dans une concertation. Avant de te laisser continuer, est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle sur certains des sujets évoqués? Oui. Une petite curiosité, donc j'ai vu qu'il y a beaucoup de labels. Et est-ce qu'il y a aussi des sanctions, donc des malus? Comment ça fonctionne? Donc, par exemple, quand une petite commune, par exemple, au lieu de peut-être de désimperméabiliser, construit une nouvelle place et elle imperméabilise, je ne sais pas moi, 2000 mètres carrés. Donc, à savoir si justement, c'est prévu aussi, justement, dans ces cas. Parce que bon, les labels, moi j'exerce en Italie, je n'exerce pas en France, il n'y a pas de label, il n'y a pas non plus de sanctions. Donc, j'étais en train de me demander si justement l'introduction peut-être aussi de malus dans des cas, justement, et pareil, les faire connaître peut-être des pratiques qui ne sont pas bonnes aussi. Donc ça serait intéressant justement parce qu'aujourd'hui nous sommes en 2021, donc d'un côté peut-être il y a de bons projets, puis d'un autre côté on peut avoir vraiment des projets qui sont complètement en contradiction par rapport à la loi qui a été, là j'ai vu voter dans le 21 août 2021, donc ça serait intéressant. Est-ce que ça a été prévu? Qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, c'est une question que je suis en train de me poser. Ouais. J'en sais rien, petite ou grande commune? Bien sûr. Merci. Je prends la deuxième question pour les mutualiser ou vous répondez? Ouais, on va répondre. On répondra. D'accord. J'enregistre qu'il y a une demande. Je vais répondre pour la RBE. Nous, nos labels, c'est vraiment des labels d'incitation et de mise en avant. Enfin voilà, on veut vraiment accompagner et surtout pas sanctionner ce qui a pu être mal fait, etc. L'idée, c'est vraiment d'être bienveillant et positif et de montrer qu'on peut aller de l'avant et faire évoluer les pratiques. Après, parfois, on a justement dans le cadre de la labellisation des collectifs de citoyens qui nous envoient des courriers à charge contre leur commune en disant voilà, c'est scandaleux, vous êtes en train de labelliser ma commune territoire engagé pour la nature et il y a ce parking, etc. Et malheureusement, bon, déjà, c'est pas notre rôle, on n'a pas de moyens ni de pouvoir de quoi que ce soit là-dessus. Mais on essaie quand même de récompenser l'engagement global et d'être encourageant, en fait, d'encourager à aller de l'avant. Par contre, on n'hésite pas non plus à donner des idées, effectivement, d'amélioration. Quand on voit des choses qui sont pas cohérentes, qui paraissent pas cohérentes dans l'analyse des dossiers, ou quand on va visiter sur site, effectivement, on se prive pas aussi de le signaler pour essayer de faire évoluer les choses, quoi. De la même manière, sur QDM, effectivement, le fait que les professionnels soient
pas du tout impliqués. Ils se permettent parfois une liberté de langage dans les commissions qui peut détonner, et qui, voilà, bien qu'on essaie de faire les choses dans la bienveillance, mais évidemment, nous, on ne peut pas mettre de sanctions non plus. Alors, on réfléchit quand même, on introduit peut-être des malus sur certaines choses, voilà. Mais par contre, moi, je ne peux pas sanctionner, ça appartient à l'État de sanctionner. Et voilà, donc il y a tout le... Alors, bon, la loi, elle est publiée, elle est critiquée par certains, pas par d'autres. Elle a été passée au crible de tout ce qui est corpus réglementaire et capacité en fait de légiférer sur tel ou tel point. Ma voisine me glissait qu'effectivement, il y a plusieurs articles qui ont été retirés suite à l'avis du Conseil d'État. Après, donc, elle va fixer le minimum à faire à l'avenir. Donc, on ne peut pas faire moins. Et effectivement, quand on rebondit sur les démarches dans lesquelles on est là actuellement pour vous présenter, c'est le minimum de base sans lequel rien n'est acceptable et le respect de la réglementation. Voilà. Évidemment. Après, il y a les projets qui ne sont pas à la hauteur. Alors du coup, là, je parle pour Écoquartier, se font ajourner. Donc, ils n'ont pas le label, ce qui est aussi une sanction quelque part politique, puisque quand on s'engage dans une démarche, c'est un engagement politique pour un élu, même si l'ajournement n'est pas forcément à considérer comme une sanction à chaque fois. Mais voilà. C'est aussi un engagement à faire mieux pour passer le cap de la qualité. Et jusqu'à l'année dernière, je te coupe, Perrine, la commission Écoquartier était en France, en PACA, l'une des plus... Enfin, qui retoquait le plus de projets. Oui, voilà. En PACA, effectivement, on a l'habitude de sanctionner assez lourdement les projets qui se présentent à nous, avec parfois 2-3 projets rejetés par année. Et alors, d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, au niveau de la RBE, les labels c'est pas uniquement notre structure qui les décerne, c'est effectivement à chaque fois des commissions avec des partenaires, bien sûr, du monde de l'urbanisme, du monde des parcs naturels régionaux quand ça s'y prête. On retoque aussi, bien entendu, des collectivités. Ça ne veut pas dire qu'on le donne à tout le monde si le dossier n'atteint pas le nombre de points nécessaires pour obtenir le label. Après, du coup, on a maintenant des labels qui sont évolutifs, c'est-à-dire que pour le territoire durable, on a des collectivités qui, pour l'instant, n'ont pas du tout le nombre de points nécessaires par rapport à leur engagement, mais qui, du coup, n'obtiennent pas de niveau de label, mais obtiennent la reconnaissance territoire engagé, ce qui fait que voilà, ça reconnaît quand même le fait qu'ils ont cette velléité, cette envie, mais que pour l'instant, voilà, ils ne sont pas encore suffisamment avancés dans leur démarche, dans leur réflexion, dans leurs actions pour avoir le label. Une petite remarque sur l'impact sur le changement climatique de ce qui est fait. La difficulté avec l'exploit architectural et qualitatif que peut représenter le quartier, c'est qu'il est rare. Et il restera rare, puisqu'il y a 1% de la surface urbanisée qui se renouvelle tous les ans. Donc on n'est pas du tout au rythme de ce que peut représenter les enjeux du changement climatique. Du coup, évidemment, je n'ai pas opposé les vraies solutions à ce que c'est l'exemplarité. Encore une fois, c'est le modèle de la Formule 1 que j'évoquais tout à l'heure. Mais simplement, en ce qui concerne le changement climatique, moi je reste plus confiant sur les outils beaucoup plus globaux, type la ZFE, zone à faible émission. En Ile-de-France, c'est la première fois, et bien sûr dans les grandes métropoles. Marseille, le bas de la Canebière. Voilà. Mais si vous voulez, ça, c'est des échelles
qui vont avoir un effet statistique. Et je pense que les associations telles la vôtre, qui sont pilotes, ont de l'ingénierie, de la réflexion poussée sur ces questions-là, je pense qu'il serait capital que demain, elles arrivent à sortir de l'exception et qui apporte tellement à tant de niveaux, hein, je ne l'oppose pas, mais qu'elles arrivent à généraliser à la vie du quotidien. Parce que si on n'arrive pas à ça, le changement climatique, il va de toute façon nous atteindre très très vite. Il nous a déjà atteint, on le sait. Alors, juste, les zones à faible émission et les zones zéro trafic sont mentionnées aussi dans la loi. La loi, au-delà du fait qu'elle peut appliquer des sanctions ou pas, c'est pas forcément l'état d'esprit. Au-delà des articles qui n'ont pas été retenus pour des raisons constitutionnelles, Conseil d'État, etc. C'est aussi comment l'ensemble des acteurs va s'approprier cette loi estivale et comment l'ensemble des élus et l'ensemble des services de l'État vont la faire vivre. Moi, il me semblait, pour répondre à M. Cluzel, que on peut jouer sur des sujets globaux et des sujets locaux. Les sujets globaux, c'est, je pense, aux documents de planification. Je crois qu'il faut aussi le saluer, le schéma régional d'aménagement, développement durable, équilibré du territoire, le SRADET de la région PACA. Et c'est le premier SRADET de France. Il a été adopté en octobre 2019. Et il se trouve que c'est le meilleur de France. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère. Donc du coup, on est d'autant plus à l'aise que, entre guillemets, le facteur division par 2 de l'artificialisation des sols, il est inscrit d'ores et déjà dans le SRADET avant même que la loi soit promulguée. Et ça, pour moi, même si effectivement c'est que 1% que représente la construction neuve dans le parc, ce 1%, si on n'est pas un peu vertueux dessus, de toute façon, c'est un puits sans fond. Donc le premier sujet, c'est à travers les documents de planification, parce qu'en cascade, on va avoir tous les documents de planification de niveau territorial et dans leur mise en œuvre qui vont être modifiés. Et puis les lanceurs d'alerte. Ça a été évoqué tout à l'heure, c'est les riverains, c'est France Nature Environnement. Nous-mêmes, on n'est pas là pour mettre des sanctions aux élus, mais je peux vous dire que quand vous avez France Nature Environnement qui fait France 2, TF1, etc., sur du stockage de déchets verts qui polluent, voyez le sujet, obligatoirement, vous êtes obligé de réagir. Donc, du coup, je pense que en fait, c'est vraiment toute une armada et c'est ça qui me paraît important, à la fois le global, les ZFE, les zones de faible émission et zéro trafic, c'est les lanceurs d'alerte et les documents de planification, parce que c'est toujours essentiel. Oui, voilà, mais les projets, comme on en a montré à Vologne, juste pour finir en 2 secondes, les projets comme on voit à Vologne, ils sont quand même importants parce qu'ils donnent envie de faire et ils donnent de l'exemplarité. Donc certes, ils ne représentent que 1% ou pas grand-chose, mais en tout cas, ils sont importants dans les pas à mener sur justement l'urbanisme du quotidien. Oui, je voulais juste répondre en fait. De toute façon, la labellisation, en général, les communes qui vont venir vous voir, c'est pour avoir la labellisation. Donc en principe, ils répondent à un cahier des charges, ils veulent cette labellisation de toute façon. Donc ils vont essayer de suivre. Non, ils sont des fois ils viennent et ils ne savent pas. En fait, la labellisation, ça peut aussi être un guide, c'est-à-dire que je pense que pour Écoquartier, c'est pareil, c'est vraiment l'idée de rentrer dans une démarche et donc de suivre finalement un guide de bonne pratique qui va aider à vraiment structurer la démarche. Sur territoire durable, c'est vraiment une aide, un appui. Le questionnaire est vraiment un appui à structurer la démarche de territoire de développement durable de la collectivité. Pour des collectivités qui n'ont pas encore forcément vraiment bien structuré leurs réflexions, leurs projets, etc. Et qui finalement vont se rendre compte qu'elles faisaient vraiment déjà plein de choses et qui vont obtenir un niveau de label qu'elles n'attendaient même pas. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'en général, quand elles suivent la labellisation et le cahier des charges que vous proposez, en principe, ce sont des bons élèves et je ne pense pas qu'il y ait vraiment de projets négatifs qui ne répondent pas à... Si, parce qu'il y a aussi ceux qui ne viennent pas vous voir. Il peut y avoir des non, mais il faut quand même pas faut pas non plus voiler la face. Il y a certaines équipes qui viennent chercher un petit tampon aussi pour de la communication. Ça arrive, et donc tous les projets ne sont pas les meilleurs du monde. Évidemment, on a des projets comme Vologne où je veux dire, à la limite, j'exagère un peu, mais quand ils sont venus voir QDM, je leur ai rien appris. Enfin, ils font très bien tout seuls et pour moi c'est des projets exemplaires et qui montrent l'exemple à d'autres, mais on a aussi en fait des projets
qu'il faut pousser par le derrière, parce qu'ils ne viennent pas chercher l'exemple, ils n'ont pas beaucoup réfléchi à la question du changement climatique et de l'écologie dans leur projet, et il faut les pousser, quoi. Oui, c'est un peu ça parfois. Mais tout le monde ne vient pas pour le... Enfin, encore une fois, tout le monde ne vient pas non plus pour l'étiquette. Il y en a, oui, effectivement, qu'il faut pousser, mais rentrer dans ce type de démarche, c'est aussi intégrer un réseau. Et quelque part, c'est une des forces principales de ce type de démarche, c'est d'être là pour échanger sur ce qui va comme sur ce qui ne va pas. Et ce qu'on s'aperçoit en fait quand on prend les cartographies, c'est que quand il y a un projet qui se lance dans ce type de démarche, finalement les voisins ils y vont aussi. Donc c'est encore effectivement peut-être, enfin oui, certainement trop faible par rapport à la taille de l'enjeu, mais c'est par l'exemple en fait qu'on arrive à convaincre que la solution elle est là et que la solution elle est à petite échelle et à grande échelle. En fait, c'est des petites gouttes d'eau qui font les océans hein, quelque part, mais il faut pas préjuger de tout ça. Donc il y a effectivement l'entrée dans le réseau, il y a le guide pour se rappeler des choses à faire, hein, c'est une checking list en fait, hein, tout en se disant quand même que ces projets-là, ils doivent répondre à quelque chose pour le territoire, parce qu'on ne va pas faire du projet pour marquer de son empreinte, enfin il ne faudrait pas en tout cas. Voilà. Juste une petite intervention. Bon. Je zappe tous les ateliers, je n'ai pas entendu tout, mais une petite intervention. Alors, en tant que double casquette urbaniste et élu, là, c'est plutôt ma casquette d'élu. Voilà. C'est pour dire que le label, bon, on ne court pas tous les labels parce que c'est très compliqué, hein, c'est très long, donc on regarde notamment à Coudoux, la petite commune dont le maire est au fond de la salle. Il y a peu d'élus dans la salle, on l'entendra demain. On recherche les labels qui nous accompagnent. On disait tout à l'heure, c'est pas le label qu'on recherche, c'est un accompagnement, hein, des gens qui vont sur 3-4 ans, souvent même plus, hein, pour l'écoquartier étape 4 de Coudoux. On se connaît très très bien tous là maintenant, on a travaillé ensemble. Alors pour un élu, c'est une découverte, je peux vous le dire, pour les élus de PACA. Toutes ces façons de faire, se poser des questions en amont d'un projet, toutes les questions. Moi, je leur dis à chaque fois, attention, il y a au moins 1200 questions à se poser. On va y aller soir après soir et ils travaillent beaucoup, tous les élus de ma commune, 2 soirs par semaine, 2 heures après le travail. Et donc, c'est une nouvelle façon de reconnaître son territoire, de voir l'avenir ensemble, de se poser des questions qu'on ne se posait pas en amont, on se les posait des fois peut-être pendant ou après le projet. Hein, des questions des fois, mais comment je vais me chauffer, il faut se poser en amont. Hein, si vous devez faire, comme on a fait bois énergie, avec une chaudière bois énergie, c'est bien 2 ans ou 3 ans avant les réalisations qu'il faut avoir le réseau, le bois local, la chaudière, enfin tout ça. Donc ça permet aux élus de se poser ces questions, de travailler différemment et surtout, bon, nous on fait des visites tous les 15 jours, monsieur le maire peut vous le dire, les élus viennent nous voir, de grandes villes, de petites villes, de moyennes communes. On en a, moi j'ai acheté un parapluie pour faire la visite, à force de faire des visites. Et ce qu'ils viennent voir, c'est l'exemple de la petite commune, mais on y est arrivé. Donc ils se disent, on va peut-être pouvoir le faire aussi nous-mêmes. Et on se réconforte entre élus en disant mais oui on peut, et donc il y a pas mal de communes comme ça qui sont venues nous voir, qui se sont lancées, qui sont dans le réseau écoquartier PACA, et c'est pas à partir d'une petite commune comme Volonne ou Coudoux. Ils viennent nous voir. Marseille est venu nous voir. Avignon, tout le monde, hein, voilà. Et ils viennent pas voir, ils viennent voir comment les élus peuvent porter une telle démarche. Et on leur dit, vous pouvez le faire, c'est possible. Il suffit de suivre un petit peu la recette, mais surtout d'être présent et de bien se poser des questions en amont.
avec la population. Alors pour nous, je termine parce qu'autrement après je vais vous engueuler pour sur la population. Et en ce moment, nous, deuxième écoquartier, 200 logements pour une petite commune. Covid, on fait des visio, c'est compliqué, on met des cahiers, on ne sait plus comment faire pour avoir la population avec nous. Alors que premier écoquartier, on l'avait plus facilement, on dira. Je dis plus facilement parce que c'est pas simple. Une recette, je le donne à tous les élus, je vous la donne aussi. Faites travailler le conseil municipal des jeunes. Voilà. Nous, on a beaucoup travaillé avec les enfants, 8 à 12 ans. Ils viennent en commission tous les mercredis après-midi. Ils ont travaillé sur l'écoquartier. On a eu toute la famille qui est venue derrière, parce que quand vous faites venir les enfants, c'est eux qui posent les questions. Les parents viennent, les grands-parents viennent. Et c'est des gens qu'on n'a pas normalement dans le projet. C'est une des recettes que je donne aux élus. Voilà. Je finis. Merci. Merci pour ce retour. Je voulais juste rebondir sur la transférabilité et la reproductibilité. Les exemples comme Volonne, comme... je ne sais pas s'il y a des gens de Moinsartou dans la salle ou pas. Non ? Oui, non. Non. Volonne et Moinsartou, c'est des exemples qui sont tellement, entre guillemets, parfaits, tellement exemplaires, que ça peut faire peur aussi, quoi. On peut se dire, mais moi, petite commune, comment je vais faire ? J'ai pas d'ingénierie, j'y connais rien, comment je me lance ? Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Moinsartou, par exemple, qui est une visite qu'on a intégrée dans notre biodiff tour, là, dont je vous parlais tout à l'heure, Moinsartou, en fait, fait visiter donc, ses réalisations donc, sur l'agriculture, l'alimentation durable, etc. Et l'après-midi, en fait, il propose un atelier de vraiment mise en situation où les personnes qui viennent visiter Moinsartou sont amenées à se dire, bon, moi, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle de réaliste sur ma collectivité, qui repartent avec déjà des idées voilà, pour se lancer et pas repartir en se disant mais c'est vraiment trop bien ce qu'ils ont fait et j'y arriverai pas et c'est pas possible. Donc voilà, c'est important aussi de démystifier, voilà, rendre accessible et voilà, donner des pistes pour se lancer à des collectivités, surtout quand on a des exemples aussi qualitatifs que ça, quoi. Voilà. Juste un petit retour Perrine, sur la question au départ qui était aussi liée avec la végétalisation et la désimperméabilisation. Pour dire que la lutte contre les îlots de chaleur, c'est aussi lié avec la non-artificialisation des sols, la densité d'habités. Et cette densité, elle n'est acceptable que si on peut trouver des espaces de respiration. Et ces espaces de respiration, c'est l'espace public qui doit être végétalisé au maximum, en tout cas. C'est la proximité avec les espaces verts et c'est aussi bien souvent sortir des solutions toutes faites qu'on a déjà mentionnées tout à l'heure. Et parmi les solutions toutes faites, il y a aussi la question du pluvial dont tu parlais et le fait de sortir du tout tuyau. C'est quelque chose sur lequel on insiste de plus en plus et on insistera de plus en plus et très lourdement. Et du coup, je mentionne l'Agence de l'eau qui est quand même un acteur très important sur ce sujet-là. Et le SDAGE. Le SDAGE qui est quand même un document cadre qui s'impose assez largement, qui est en révision là. Mais le SDAGE actuel, il a une mesure, c'est la 0,5A de mémoire, qui impose à toute imperméabilisation une désimperméabilisation à hauteur de 150% de ce qui est imperméabilisé. Donc c'est quand même des choses qui sont assez engageantes et qui nous permettent d'avoir des arguments réglementaires, en plus des arguments logiques et qui sont démontrés des bénéfices de la nature en ville. Et juste pour finir sur cette question de désimperméabilisation, vous mentionnez également une démarche que la DREAL PACA a menée il y a quelques années, en 2017, un Codoux en a fait partie, sur la métropole Aix-Marseille, avec la DETM 13 et l'Agence de l'eau, pour lequel nous avions un prestataire qui est l'agence Thierry Métro. Donc c'était une démarche d'atelier des territoires sur la question de la désimperméabilisation qui se concrétise actuellement
avec des réflexions de l'agence d'urbanisme sur une OAP eau, cycle de l'eau, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, et quelque chose de très opérationnel, très concret, sur une zone d'activité à Aubagne, Aubagne-Gémenos, juste en bordure des Palus, donc en bordure de l'Uvonne et du Fauge, je crois, qui s'appelle Camp de Sarlier. Et donc c'est une zone d'activité qui est en train d'être refaite, on va dire. C'était une friche. Ouais, une friche. Et qui permet en fait de sortir du tuyau sur la gestion de l'eau, de se réapproprier les bords du ruisseau et de jouer sur les espaces publics, sur la gestion de l'eau, y compris jusqu'à la Centenale. Donc c'est un projet assez vraiment novateur et très intéressant à aller voir également. Alors l'OAP, elle n'est pas faite, elle est en train d'être... c'est quelque chose qui est en réflexion, que la métropole a demandé à... Non, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dont parle Perrine, c'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Donc c'est un des poumons économiques de la métropole d'Aix-Marseille. Donc on n'attaque pas une petite zone d'activité, hein. C'est sur plusieurs communes, qui plus est. Et une des réflexions était de regarder d'un point de vue foncier sur l'arrière des parcelles. Vous savez, très souvent, on va avoir le parcellaire comme ça, le bâtiment comme ci, et puis l'arrière, il n'est pas traité. Et donc notamment, c'est de travailler sur cet arrière pour faire des zones de circulation de l'eau et des voies douces. Et donc vraiment, ce boulot... moi, je recommande d'écouter le paysagiste qui parle de ce projet parce que vous pouvez ne pas mesurer, c'est pour ça que je me permettais de dire l'échelle. C'est tout à fait significatif, tout à fait intéressant, et effectivement, ça répond à un besoin et de façon très qualitative, toujours sur les zones d'activité, sur finalement ce qui, d'une certaine façon, n'est pas regardé dans les paramètres, quoi. Et ça montre l'adaptation au changement climatique, ça montre que c'est un cadre de vie qui est travaillé. Et que c'est possible avec y compris des gains très positifs, parce qu'au-delà de ça, c'est de la mise en place de circulation douce et de gestion par la métropole de ces espaces qui servent à rien, c'est-à-dire les fonds de parcelles entre deux parcelles, et finalement ça ne porte préjudice à personne, parce que de céder finalement 1 mètre de linéaire de parcelle à la métropole de part et d'autre, ça coûte rien. Moi, je voulais peut-être revenir sur une autre chose qui tient à cœur à notre association et qui me semble qu'on n'a pas abordé dans ces 2 heures, et pourtant ça me semble être le cœur du sujet du changement climatique, et on l'a retrouvé sur plusieurs post-it, c'est la question de l'élévation de la température qu'on va avoir et des crises caniculaires que cela va créer ici et ailleurs, pas que en PACA. Notre association essaie de réfléchir à ces questions. On en fait un point d'orgue parce que on y réfléchit déjà depuis pas mal d'années. On a un colloque chaque année. Cette année, c'est le 24 septembre, je fais ma pub, près d'Aix, ça s'appelle Bâti-Frais. Mais pour dire que c'est vraiment un sujet extrêmement essentiel sur lequel il faut vraiment appuyer nos projets d'aménagement. Les solutions, on les connaît. Je veux dire, c'est des rues étroites, ça peut être des galeries couvertes, ça peut être le végétal, on en a parlé plein de fois, ça peut être les imperméabilisations, c'est l'albédo des matériaux, c'est réfléchir avec le vent, parce qu'on peut modéliser aussi le vent dans un quartier et que ça peut servir pour rafraîchir les espaces. Tout ça pour dire que des solutions existent et que c'est extrêmement important de s'y coller, parce que derrière ça, c'est les questions évidemment de santé qui arrivent droit. C'est des questions aussi énergétiques, hein, parce que ici en PACA, alors que si vous êtes à Strasbourg, ce qui va déterminer votre puissance de chaudière, ça va être vos consommations d'hiver. Ici, ce qui va déterminer la puissance appelée pour votre système d'énergétique, ça va être la puissance d'été. C'est bien nos consommations aujourd'hui d'été, ici, en PACA, qui déterminent le plus nos consommations d'énergie. Et c'est donc là sur lequel il faut mettre l'accent, et vraiment à l'avenir, en tout cas en PACA, et je pense que je pas à peu près certain, pour être originaire du Grand Est, que c'est à peu près pareil aussi là-bas, c'est que les questions de consommation d'été sont essentielles, et c'est là qu'on a à porter notre attention.
parce que la climatisation, faut peut-être pas s'interdire, mais il faut quand même l'éviter le plus possible parce que c'est beaucoup plus énergivore et c'est beaucoup plus de gaz à effet de serre rejetés qui sont 5-6 000 fois plus impactants que le CO2. Donc il y a vraiment quelque chose à regarder de près. Et voilà, je ne veux pas détailler parce qu'il est à 5 minutes de la fin et que je crois que François a encore quelque chose, mais je voulais en dire 2 mots quand même avant de clore cet atelier. Merci, parce que c'est essentiel. La solution, la climatisation n'est pas de la solution, mais on le savait tous, mais il faut qu'on puisse avoir les arguments pour convaincre et surtout trouver les alternatives. Donc il y a encore une petite remarque et une question, et ensuite il y aura une toute dernière séquence de l'atelier que je vous annoncerai, mais donc ne partez pas à 18h pile, oui. Mais vous aurez, on terminera à 18h05. Non, on est obligé de terminer à 18h parce qu'il y a le problème des gens qui veulent retourner à l'hôtel avant d'être là à 19h15 précise, donc devant le. Je suis désolé, on a commencé avec là parce que tout le monde est allé dans le café. La question. Bonjour, je suis Raïta, doctorante à l'Université des Tours. Je travaille sur les questions des changements climatiques et l'adaptation des villes par rapport au changement climatique en utilisant la culture du fleuve, donc les couloirs verts et bleus. D'abord, j'aimerais remercier ces élus qui n'ont pas d'expérience dans le domaine de l'aménagement en utilisant, en répondant à la question du réchauffement climatique, mais qui font de leur mieux. Et aussi, j'aimerais bien vous remercier parce que vous accompagnez ces élus qui ne sont pas qualifiés en termes des études, mais vous les accompagnez et ils comprennent bien les enjeux. Et par rapport à la question des écoquartiers, j'aimerais bien rebondir sur ça. J'aimerais bien savoir d'abord comment vous donnez ces labels écoquartiers, parce que quand on regarde la question de comment ces espaces verts et bleus répondent aux enjeux, on peut dire que si on mettait une toiture verte ou une cour verte, ça répond à la question des diminutions des températures, mais ça ne répond pas à la question écologique, parce que je trouve mal qu'un écureuil traverse 1 kilomètre pour venir grimper sur un arbre qui se trouve dans une cour d'école. Et donc, ça pose la question de la continuité des espaces verts, parce qu'on peut mettre une toiture, ou une cour verte, mais si elle ne répond pas à la question écologique, elle va juste répondre à la question des diminutions de température. Et je pose la question, quand vous donnez vos logos, là, excusez-moi, comment on dit, labels, est-ce que vous tenez en compte aussi cette question de la continuité écologique? Merci. Si on peut avoir une réponse courte, ce serait formidable. Oui, on aurait pu développer très longtemps, mais on va faire très court. Sur tous ces labels, en fait, ce n'est pas une seule réponse qui va faire qu'on va solutionner toute la question. Et donc, on a des engagements, des objectifs, des dimensions, je fais une synthèse très rapide, qui vont permettre de serrer tout un tas de thématiques, toutes les thématiques en fait, pour faire un beau projet. Et donc, il faut le prendre en compte de manière globale. Voilà la réponse courte à votre question. Peut-être qu'il y a des projets qui ne répondent pas à cette question, c'est ça, mais qui ont répondu à plein d'autres questions de manière intéressante. Donc, on va valoriser plutôt ce qu'ils ont fait sur les autres thématiques en disant peut-être sur les continuités écologiques, vous auriez pu faire quelque chose, mais on ne va pas les sanctionner parce que sur ce thème-là, ils ne l'ont pas fait. Et juste un mot que je voulais ajouter, c'est sur ces questions de continuité verte et bleue, il faut vraiment être... Je trouve qu'on n'a pas tout à fait la matière encore aujourd'hui. Je suis un peu... moi, j'entends beaucoup parler de ces continuités vertes et bleues, mais j'aimerais bien savoir de quoi on parle. Parce que quand je fais une continuité verte, est-ce que je m'adresse à la tortue, à la biche, à l'insecte? Parce que ma continuité, elle n'aura pas la même tête selon ce que je cherche. Donc il faut vraiment être très précis, il faut s'entourer des compétences, parce que moi je ne suis pas compétent dans le domaine, il faut s'entourer d'écologues, il faut savoir ce qu'on cherche, parce que je redis, ce n'est pas un trait vert ou un trait bleu sur un plan qui fait une continuité, quoi. Merci. Sur les trames vertes et bleues, on travaille beaucoup dessus à l'agence, donc effectivement c'est des analyses en soi à des échelles territoriales plus vastes que celles de l'écoquartier.
Les trames vertes et bleues, elles sont obligatoires dans les SCOT, dans les chartes de PNR, dans les PLU. Donc voilà, c'est vraiment à une échelle plus large que ça se travaille, que ça se décide, avec effectivement l'implication d'écologues, des questions qu'on se pose, pour quelles espèces. Voilà. Donc effectivement, là, on va dire que c'est qu'une maille, l'écoquartier, une maille de la continuité écologique, voilà, dans une stratégie territoriale plus globale. Voilà, et j'arrête. Bravo. Donc avant de clore cet atelier, donc vous avez bien compris que le temps n'est pas notre ami pour les ateliers, même si pour les projets, le temps est un ami. Et je pense que vous avez aussi compris que chacun de ces réflexions nous amène à quitter les raisonnements en termes d'objets et vraiment à penser en termes de processus naturel, processus d'encapacitation ou de construction d'un pouvoir d'agir, de prise de conscience, etc. Je crois que cette dimension-là est absolument essentielle. Et évidemment, un processus, ça se voit moins qu'un objet. Ça s'inaugure moins, ça se labellise peut-être moins, etc. Mais je pense que c'est vraiment une notion à garder en tête. Et donc, pour que cet atelier soit aussi une étape dans un processus collectif de réflexion qu'on mène, et pour conclure, il vous reste encore normalement quelques post-it sous la main ou chez vos voisins. Donc on aimerait que vous nous indiquiez l'une ou l'autre de ces choses, soit un étonnement, quelque chose qui vous a étonné dans les échanges, dans ce qui vous a été dit, les questions qui ont été posées, un constat d'étonnement. Je suis surpris que voilà, à vous de compléter. Une idée nouvelle que vous avez soit entendue, soit que vous avez eue au fil de cet atelier. Et pour continuer la réflexion, donc c'est au choix ou les trois, à vous de voir la place que vous avez, le nombre de post-it. Une attente. C'est-à-dire si sur cette question du changement climatique, de quoi on devrait continuer à parler. Parce qu'évidemment, on a vu que tous les sujets ne pouvaient pas être abordés en 2 heures, évidemment, on le savait avant de commencer. Mais peut-être parmi les sujets que vous aviez mis sur la table, lesquels vous souhaiteriez qu'on prolonge, ou bien d'autres sujets peut-être qui vous sont venus au fil des échanges, et qui vous semblerait essentiel de pouvoir traiter dans de prochains temps d'échange, en fait, l'année prochaine, par exemple. Oui. Et j'ai peut-être une question aux intervenants également. Est-ce que vos diaporamas peuvent être déposés sur un dossier partagé et diffusés éventuellement? Il faut peut-être édulcorer un petit peu alors, parce qu'on est allé piocher. D'accord. Donc vous êtes tous et toutes inscrits pour les universités d'été. Et sous réserve de quelques ajustements, les diaporamas, dont vous avez vu qu'on vous a présenté très peu d'éléments finalement, seront mis à disposition. On trouvera un moyen de le mettre à disposition sur le site du CFDU pour que vous ayez aussi les fiches d'expérience et les contacts éventuellement des acteurs qui étaient là pour pouvoir continuer les échanges. Et donc on ramasse dès que un étonnement, une idée nouvelle ou une question pour demain, pour la suite de la réflexion.
ça ramassé. Merci. Est-ce qu'il y a encore des post-it à ramasser? Alors, je ne sais pas si vous avez envie que je vous fasse une synthèse ou pas. Dites-moi, hein, parce que c'est... Si? Non, parce que je vois que tout le monde se lève un peu. C'est comme vous voulez. On avait prévu de le faire assez rapidement, donc je vais essayer en direct de le faire. Donc dans les éléments qui ressortent, alors évidemment c'est une synthèse à très très chaud. Une surprise. Oh là, oui, il faut que j'arrive à lire en plus. Désolé. Alors, quelqu'un qui évoque la question des transports publics et des transports doux comme dimension qui effectivement n'a pas été évoquée. Alors il y a un truc que j'arrive pas à lire. Consommation énergie PACA a été quand... non, je sais pas ce que ça veut dire en fait. La voie de Miramas, c'était quand même une manière d'aborder un linéaire de voirie. Alors certes, c'est pas forcément la consommation d'énergie en mais PACA c'était une manière supérieure en été qu'en hiver. d'aborder le sujet. Oui. Donc ensuite, l'EPF pourrait développer des reteinturations de friches ou de jardins collectifs. Est-ce que vous le faites? Non, on ne le fera pas. Vous ne le ferez pas. Bon. On n'est pas là pour ça. Alors quelqu'un a mis l'accompagnement des élus. Il y a plein de gens qui ont des avis sur ce que devrait faire l'EPF. Alors, moi j'en ai un autre là. Premier étonnement, il y a 3 acteurs, les usagers, les sachants et les décideurs. Une idée nouvelle, le label. Présentation des mauvais exemples. Oui, c'est une bonne idée aussi, de marcher par les contre-exemples. Alors on ça s'est marche dit qu'on aussi. ferait un bêtisier. Une attente, mais juste pour Happy Few. Une attente, prise de conscience par les lois. Et ça fait écho à un autre post-it qui propose de capitaliser sur les mauvaises pratiques. Mais il y en a tellement. Donc c'est compliqué. Peut-être pendant qu'il y a une lecture, quand je dis on ne fera pas de la renaturation, on ne fera pas que de la renaturation. C'est-à-dire qu'à l'inverse de l'EPF Nord-Pas-de-Calais, qui lui a des friches et un marché qui n'est pas sous tension et qui fait de la renaturation, parce qu'effectivement, avec des friches polluées et il met beaucoup d'argent en minoration foncière pour faire de la renaturation, sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur, malheureusement, on fait autre chose que la renaturation. Et ça nous occupe déjà beaucoup. Alors, une réaction sur la question du temps et une question qu'on doit avoir en tête. Comment concilier le temps long du projet urbain et de l'aménagement avec le temps court de l'urgence climatique? Et c'est vrai que ça, c'est une des vraies questions, parce que depuis les Romains et depuis Vitruve, le climat, c'était à peu près le truc qui ne changeait pas. Et on avait appris à faire les établissements humains avec ça. Et là, c'est en train de changer. Et ça modifie complètement, probablement, notre manière de penser la ville. Mais c'est un vrai sujet. Et ensuite, une réaction aussi. On ne parle pas des freins et des logiques économiques qui s'opposent aux acteurs, aux enjeux, aux actions d'adaptation et d'atténuation, effectivement. Il faut qu'on en parle peut-être davantage. Là, j'ai une idée nouvelle, tenir compte de la connexion d'un espace vert avec les autres, car plein de projets à travers le monde sont beaux, mais des échecs à cause de ça. Et une autre, je suis surprise que vous ne retirez pas vos labels aux communes qui ne répondent plus aux attentes d'un label. Alors c'est vrai que déjà dans le monde du bâtiment en tout cas, venir 2 ou 3 ans après la livraison d'un bâtiment pour voir si ça marche, c'est déjà révolutionnaire. Mais c'est vrai que dans nos programmes, on pense à revenir un jour, 10 ans après, parce que ça serait intéressant d'aller voir si finalement le bâtiment il tient ses performances 10 ans après. Mais voilà, il faut qu'on mature encore un peu, je pense, l'idée. Le palmarès régional de l'habitat, on va sans doute en 2021 lancer la 4e édition. Et c'est notamment un palmarès post-livraison des bâtiments depuis au moins 6 mois pour avoir le retour des habitants.
Donc c'est bien, on apporte encore des réponses. Et alors des interpellations ou étonnements. Malgré le SRADET, la consommation des terres agricoles continue. Que fait l'État? Et ensuite, donc quelqu'un qui évoque le dialogue des partenaires, mais qui évoque surtout le fait que les partenaires, notamment État, départements et acteurs locaux, ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc ils dialoguent, mais ils ne s'accordent pas. Je pense que c'est le... Alors déjà, on dialogue. Et on va se faire jeter. Oh, ben voilà. En tout cas, merci. J'espère que voilà, on vous a apporté des éléments de réflexion et des éléments de réponse. Et que vous avez pu constater qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est un peu collégial et collectif. L'écosystème, forcément. Et moi, je refais de la pub pour mon bâti-frais le 24 septembre sur les questions de surchauffe festival. Oui. Donc 19h15 en bas à l'entrée. C'est la seule chose que Janine m'avait dit de dire et j'ai oublié.